Et donc, juste avant de céder la parole à Hélène, l'éditrice de Madame Saint-Pierre, je vous la présente brièvement. Hélène Dionne est éditrice pour les éditions du Septentrion, mais elle a d'abord fait une longue carrière dans le milieu muséal où elle était responsable de l'édition au Musée de la Civilisation à Québec. Elle est une de nos meilleures éditrices, sinon, bon, la meilleure, à mon sens. C'est celle que, lorsqu'on a un auteur qu'on veut chouchouter, ben, on l'attribue à Hélène et ben, ça se passe toujours bien, c'est toujours plaisant. Et comme vous allez le voir à l'instant, là, je la fais rougir, puis elle n'aime pas ça, mais comme vous allez le voir à l'instant, eh bien, il y a une réelle complicité qui a pu s'établir entre elle et Christine Saint-Pierre. Et donc, on les laisse ensemble avec nous pour un entretien sur les dessous de la création de ces mémoires. Merci. Merci, Alex. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, Christine, encore une fois. Ça me fait tellement plaisir de te revoir. Ça fait de longs mois qu'on se parle au téléphone, qu'on échange des courriels, puis surtout qu'on patiente, parce qu'on a attendu ce bébé-là ensemble. C'est le tien, mais j'ai eu l'impression de le couver en partie avec toi, et donc, et avec Marc, bien sûr. Et moi, je voulais certainement vous dire un immense merci de m'avoir inclus dans votre publication, mais aussi tout le travail intellectuel que ça a demandé. D'ailleurs, moi, je vais vous inviter à discuter avec Christine de la petite histoire entre les lignes du livre. On ne fera pas de discours politique, on ne fera pas de retour sur les événements clés qui ont peuplé les journaux et le web actuellement. Donc, Christine vient de nous dire pourquoi elle a commencé son livre, son projet. C'est Marc qui lui a proposé. Est-ce que tu as des détails supplémentaires à offrir à nos invités? Bien, c'est un projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est né d'un deuil. Quand Evelyne est décédée, évidemment, ça a été très difficile pour toute la famille, mais aussi c'était le moment de peut-être de me dire, bien, j'ai peut-être quelque chose à faire avec ce deuil. De ce deuil doit naître quelque chose. Puis Marc m'a écrit cette note de condoléances et il m'a dit, bien, si un jour tu as le goût d'écrire ta bio, je pourrais t'aider. Donc, ça a mijoté, j'ai parlé à Jean-Pierre, puis je me suis dit, bien, ça va m'aider à me libérer. Puis après ça, il y a eu un autre deuil qui a été celui qui est moins intense, celui-là, mais c'est un deuil quand même, qui a été celui de la défaite de la campagne électorale de 2018. On formait une belle équipe, on s'aimait beaucoup, et lorsqu'on doit quitter, et je pense que ceux qui ont vécu cela ici, lorsqu'on doit quitter notre cabinet, notre équipe, tout le monde qui nous entoure, notre premier ministre, c'est un autre deuil. Et là, je me suis dit, bon, ben, ça s'est accéléré, le projet. On a tourné en rond un peu longtemps, assez longtemps, pour voir quelle était la facture qu'on voulait donner au projet. C'est-à-dire, on voulait que ce soit un livre qui soit accessible au grand public. On voulait qu'il soit facile à lire, mais qu'il ne soit pas simpliste. On voulait raconter l'histoire de l'intérieur, comment j'ai vécu des choses. C'est ma vérité. Il y a des gens qui ne seront peut-être pas d'accord avec ce que j'ai écrit ou qui vont être en accord avec ce que j'ai écrit, mais c'était un peu le but. Alors, on a décidé la facture est simple, c'est-à-dire ce sont 34 petites histoires que vous lisez, qui s'échelonnent tout au long de ma vie. Alors, si vous aimez moins une histoire ou qu'elle ne vous intéresse pas, vous passez à l'autre. Et si vous voulez passer juste à votre histoire à vous, parce qu'à l'index, il y a beaucoup de noms de personnes qui sont ici ce soir, vous pouvez le faire aussi, vous êtes libre. Mais enfin, c'était ça, c'était de faire en sorte que le livre soit vraiment accessible et qu'il se lise bien et qu'il fasse voir le parcours de quelqu'un qui part de rien, finalement, né dans les années 50, en milieu rural. Je pense que les chances de monter les échelons étaient pas mal. C'était assez difficile de pouvoir aller dans les grandes écoles. Et on n'avait pas cette possibilité-là. Puis pour ça que mon amour pour M. Gérard-Lajoie est vraiment immense, parce qu'il a ouvert toutes ces portes-là, puis il nous a donné toutes les possibilités de pouvoir réaliser nos rêves. Alors, c'est le message aussi lorsqu'on a un rêve, bien, on peut le réaliser.
Et il s'agit juste de le suivre, puis de continuer, pas lâcher. J'ai dû passer à travers toutes tes questions en Presque. 2 minutes. Donc, on va pouvoir converser plus librement. Moi, j'aurais aimé ça savoir, d'après toi, là, qui a écrit le livre? La journaliste ou la femme? C'est un mélange des deux parce que je pense que le style est un style un peu journalistique, c'est-à-dire j'ai fait carrière pendant 30 ans dans un créneau qui est celui du reportage nouvelle, donc c'est une écriture particulière, il faut qu'elle soit énergique. J'ai commencé à la radio, donc il fallait que ça soit imagé. Donc c'est vraiment, je dirais que on parle des deux parce que c'est comme ça que j'ai été entraînée. Et l'écriture, ce que j'ai aimé aussi de travailler avec Marc, c'est qu'il a beaucoup respecté mon style. Il n'a pas essayé de changer ma façon d'écrire. Évidemment, et toi et Marc, vous avez mis ça en français un peu, là. Je veux dire, le style que j'avais a été respecté et ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cela. C'est d'ailleurs une des qualités du texte, c'est probablement la mise en œuvre dans plusieurs des interventions qui ont été faites récemment. Ça se lit comme un roman, ça coule de source. Bon, c'est vrai que ça respecte aussi la personne que tu es. Et ça, c'est un cadeau pour tous les lecteurs de rencontrer Christine Saint-Pierre dans sa propre personne, dans son premier essai en tant qu'auteur. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres. Zut! Alors, moi, je vais aller dans les difficultés de l'écriture. Qu'est-ce que ça a été le texte ou l'histoire la plus difficile que tu as écrit dans ce livre-là? On a un peu discuté avant des questions qui allaient venir ce soir et je me disais, ils ont tous, toutes les histoires ont été assez difficiles à écrire parce qu'il faut quand même faire appel à sa mémoire, il faut aller faire aussi de la recherche parce que vous allez voir, il y a des citations, il y a des dates aussi, donc il y a un travail de rigueur à faire. Mais il y en a un qui a été particulièrement difficile, c'est celui, lorsque j'étais ministre de la Condition féminine, j'étais ministre de la Condition féminine et j'étais en même temps ministre de la Culture. Et survient un événement à Montréal, c'est le Théâtre du Nouveau Monde qui va présenter une mise en scène de Wajdi Mouawad dans laquelle va jouer Bertrand Cantat. Alors, c'est des textes de Socrate et Bertrand Cantat va faire la musique et les chœurs avec les chœurs dans cette production. Et vous savez l'histoire de Bertrand Cantat. Et donc, lorsque c'est connu que Bertrand Cantat va venir jouer cette pièce, travailler sur cette pièce à Montréal, ça a été vraiment un scandale. Tout le monde était scandalisé de voir qu'on donnait la scène à Bertrand Cantat, qui, comme vous le savez, a assassiné Marie Trintignant. Il a fait sa peine de prison, mais il n'y a jamais eu de remords et tout ça. Et moi, je suis prise là-dedans. Alors, il y a le ministre de la Culture qui dit c'est pas vrai qu'un ministre de la Culture peut intervenir dans une création artistique. J'ai une affection folle pour Wajdi Mouawad, puis en même temps, je suis ministre de la Condition féminine. Donc, dans le texte, j'explique un peu comment j'ai réussi à naviguer là-dedans. Et Jean Charest, mon premier ministre, je me souviens, il m'avait dit à un caucus, il dit, c'est absolument incroyable. Là. On est devant quelque chose de difficile parce que le ministre de la Condition féminine, c'est là pour défendre les droits des femmes et être contre la violence conjugale. Et comment tu expliques à la population qu'un ministre de la Culture n'intervient pas dans une création artistique, puis en même temps un ministre de la Condition féminine? Alors, quand vous allez lire l'histoire, vous allez voir comment on s'en sort. Mais c'est celui qui a été le plus difficile à écrire. Quel est le sujet le plus délicat que tu as abordé? Ça a été celui de l'avortement, bien sûr, parce que dans le texte sur l'avortement, je ne vais pas tout vous dévoiler, parce que je veux que vous puissiez découvrir ce texte. Mais je parle de l'avortement qui est l'avortement sélectif. C'est une question dont on parle peu. On ne veut pas ouvrir cette question. Et l'avortement sélectif, c'est le cas de femmes qui sont forcées de se faire avorter parce qu'elles portent une fille. Et donc, on est en faveur de l'avortement. On ne veut pas reculer. On ne veut pas revenir en arrière. On veut que ça se fasse dans des conditions vraiment impeccables pour la santé de la femme. C'est sa décision.
mais il existe au Canada ce phénomène d'avortement sélectif. Et dans ma carrière, j'en ai parlé avec une collègue d'Ottawa qui était Rona Ambrose, elle aussi ministre de la Condition féminine, et on avait discuté de cette question en tant que féministe. C'était encore là un problème, une question qui était difficile à soulever, parce que si on soulève la question, on se fait immédiatement étiqueter contre l'avortement, puis là, on veut revenir en arrière, puis on est rétrograde et tout ça. Et ne pas l'aborder, à mon avis, c'est de pousser un problème en dessous du tapis. Alors, peut-être que d'autres ministres pourront amener cette question-là sur la place publique, mais c'est une question qui est pour moi délicate. Et je voulais en parler dans le livre. Je voulais pas. C'était pour moi important de l'amener, cette question-là, dans les textes, et qui puisse être là pour peut-être un jour amener le débat sur la place publique sans que les gens se déchirent entre eux. Merci. C'est sûr qu'en tant que femme engagée, ce sont deux sujets très délicats, très intimes d'une certaine façon. On ne peut pas écrire sur ces sujets-là sans avoir pensé, réfléchi, senti. Et vous verrez à la lecture que Christine s'est bien commise. Mais dans le livre, est-ce qu'il y a une histoire qui t'a fait plus plaisir à écrire? C'est celle du juge et la petite fleur. C'est une histoire que j'avais voulu faire en 1996, si ma mémoire est bonne, et je n'avais pas réussi à la faire. C'est le juge Bienvenu qui se retrouve, un juge très, très connu à Québec, qui avait même été ministre dans un cabinet, ministre de l'Éducation, qui se retrouve dans un procès de destitution. Il avait, lors d'un procès, dit d'une femme qui avait assassiné son mari que les Juifs avaient été mieux traités que ce qu'elle avait fait à son mari. Alors, évidemment, ça avait créé toute une commotion. Et ensuite, il avait dit à cette femme-là qu'elle avait été en dessous de tout et que, enfin, ça n'avait aucun bon sens ce qu'il avait dit lors du prononcé de sa sentence. Donc, ça a acheté... Ça a créé un émoi partout au Canada, d'un océan à l'autre, et le juge s'est retrouvé en destitution. Et pendant le procès, il y a un avocat que je connaissais qui me contacte, qui me dit je connais une femme qui a travaillé pour ce juge-là, puis elle a été victime de lui. Tu devrais lui parler. Alors, je veux lui parler, je l'appelle, puis on n'a pas les courriels dans ce temps-là, puis on ne peut pas envoyer des messages... où on dit « Voulez-vous me parler? » Là, j'avais pris le téléphone, elle avait raccroché, bien sûr. Et pendant que je suis en train d'écrire l'histoire du juge Bienvenu dans mon livre, parce que je tenais à l'écrire, cette histoire-là, elle m'a écrit un courriel. C'est un pur hasard. Et elle m'a dit « J'ai besoin de parler. C'est MeToo. J'ai besoin de parler. C'est important pour moi. J'ai 70 ans. Je ne veux pas mourir avec cette histoire-là, que je connaissais évidemment par cœur. » Elle dit « Vous ne devez pas vous souvenir de moi. » Oui, je me souvenais d'elle. Et je la raconte, son histoire, et je lui donne la parole. Et ça, je suis très, très contente de lui donner la parole parce que ça fait des années et des années qu'elle garde son secret. Puis, dans le livre aussi, je parle d'autres événements plus récents, de femmes qui ont été victimes de gestes déplacés, et je pense aussi que je leur donne une voix pour se libérer de tout cela. Dans tes diverses histoires, quelle est celle que tu considères comme ton meilleur coup? Celle qui t'a apporté le plus de satisfaction? Je dirais que c'est celle où je parle de Daniel McGuinness. Pour ceux de Radio-Canada qui sont ici, vous vous souvenez de Daniel McGuinness, qui est un reporter vedette lors des troubles d'octobre. Et Daniel est décédé très jeune. Et on a voulu lui rendre hommage parce qu'il n'y a jamais personne qui a parlé de lui, mais c'est lui qui découvrait dans les poubelles les communiqués du FLQ. Et c'est lui qui a lu le communiqué sur la mort de Pierre Laporte, en fait, l'ultimatum qui était donné pour l'assassinat de Pierre Laporte. Et lorsqu'on a écrit le texte, on en a fait un encadré pour vraiment rendre hommage à Daniel, et on n'avait aucune photo de Daniel. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'appeler son ex-conjointe, et on lui a téléphoné, puis on a trouvé une photo de Daniel qui est au micro de CKAC en train de lire le communiqué du FLQ. Donc ça, je trouve que c'était pour moi un bon coup dans le sens journalistique du terme, parce que c'est inédit, cette photo-là.
on avait autre chose, on avait trouvé autre chose, mais on s'est gardé une pudeur par respect pour la famille. Et c'est important aussi pour nous si on avait eu l'autorisation de la famille, on l'aurait publié, mais on ne l'a pas publié parce qu'on n'a pas eu l'autorisation. Et il fallait aussi respecter ce silence-là de la famille. Dans ta carrière internationale, est-ce qu'il y a des éléments dont tu nous fais part qui te resteront des souvenirs d'une intensité particulière? Il y en a beaucoup. Alors, il y a 300 pages à lire. Alors, ça va vous passionner. Je pense que ma découverte de l'Afrique, j'étais jamais allée en Afrique, même comme reporter, j'étais pas allée. La découverte du continent africain m'a vraiment émerveillée. Ça a été un coup de cœur énorme, et c'est là que j'ai convaincu Philippe Couillard d'ouvrir une première délégation générale du Québec à Dakar, au Sénégal. Pour moi, c'est important. On joue un rôle important au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. On a notre place à part entière. Nous avons notre voix. Et je me disais, il faut qu'on pose un geste concret. Et je pense que ça, c'est la chose dont je suis fière de beaucoup de choses, mais ça, je suis particulièrement fière de cette décision-là qu'on a prise d'ouvrir cette délégation générale. Et je n'ai pas voulu que le livre aille plus loin que 2018 parce que je ne veux pas non plus me transformer en gérante d'estrade. Je veux laisser évidemment la place à ceux qui ont pris la place. Mais pour moi, c'est important que le Québec fasse valoir fasse connaître sa spécificité à l'international, pas uniquement en termes commerciaux, en termes de notre spécificité, notre façon de voir, notre façon de faire les choses, notre façon de vivre comme francophone d'Amérique. Et le Québec est le vaisseau amiral de la protection de la langue française. Je l'ai toujours dit, je le répète, puis je vais le répéter toujours. Alors, je pense que ça aussi, pour le rayonnement du Québec à l'international, il y a quelque chose de très, très, très important à faire. Et évidemment, j'espère que ça va se poursuivre. Alors, les autres écriront les autres chapitres sur qu'est-ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce que c'est les suites que tu souhaites avoir avec ton livre actuellement? Est-ce que tu as des projets avec ce livre-là? Il y en a qui me demandent souvent si je vais faire un deuxième tome. Je pense pas. Mais j'aimerais qu'on fasse peut-être une balado ou qu'on le lise pour les personnes qui ont besoin de l'audio et qui ne sont pas capables de lire, les personnes non-voyantes et qui ont besoin de l'audio. Ça, j'aimerais peut-être le faire. Et puis je le laisse maintenant. Il doit voler de ses propres ailes. Je souhaite qu'on puisse faire un deuxième et peut-être un troisième tirage, mais c'est à lui maintenant, le livre, de faire son travail et de voler de ses propres ailes. Je vais tout faire pour en parler partout. Évidemment, la COVID nous cause des difficultés, puisqu'on ne peut pas faire les lancements qu'on voulait. On devait faire le 8 avril un grand lancement à Québec. On avait une liste d'invités incroyable, grand lancement à Montréal. Après ça, les salons du livre. Alors, c'est à nous de trouver le moyen de le faire connaître et de partager ce qu'il a, de partager le message que nous voulons livrer à ceux et celles qui vont le lire, à nos lecteurs. Alors, en terminant, est-ce que tu as aimé ton expérience de rédaction? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose et est-ce que tu penses qu'un jour tu vas recommencer? Sans que ce soit un tour de deux. Parce qu'elle veut absolument me faire dire que je vais recommencer. Je ne sais pas. Pour moi, c'est quelque chose qui a été une belle aventure. Je pensais que l'écriture, c'était quelque chose de douloureux. Et parce que, bon, quand on est été reporter longtemps, il y a des fois, le texte est difficile à sortir. Et finalement, ça a été un exercice qui m'a fait énormément de bien. Et puis, j'espère aussi que mes sœurs qui sont ici, il y a Chantal, il y a Hélène, il y a Julie qui sont ici, puis il y a Evelyne qui est ici en pensée, bien, c'est aussi une façon de vous dire que je vous aime. Voilà. Merci infiniment, Christine, pour toute ta générosité pendant ce travail-là. C'est un livre que je vous invite à lire et à apprécier. Puis, bien, vous en ferez part à qui de droit et aux gens que vous pensez que ça pourra intéresser.
Maintenant, moi, je vais céder la place et inviter Christine à répondre à vos questions si vous en avez. Ça lui fera certainement plaisir. Merci beaucoup. Merci, Hélène. Christine, je vais te poser une question un peu difficile parce que tu as été longtemps journaliste et tu as été pendant 10 ans ministre. Donc, tu as vu les deux côtés, tu as passé de l'autre côté du miroir. Avec le recul, quelle profession t'a apporté le plus? Difficile, hein? Oui, c'est une question à laquelle on me la pose tellement souvent, cette question-là, et je suis incapable de répondre à la question. Ça a été 30 ans de journalisme avec un rythme de fou effréné. Puis ça a été 10 ans ministre et 13 ans au total en politique, et je continue encore. Il s'agit de deux mondes. Et quand j'étais dans le monde journalistique, je voulais avoir les plus grosses histoires, je voulais être partout, je voulais avoir l'adrénaline. Bon, ceux qui me connaissent savent qu'on voulait toujours être dans le téléjournal de Bernard de Rome, être la première histoire. Quand tu arrives en politique, tu veux surtout pas être la première histoire du téléjournal. Mais malheureusement, j'ai pas encore trouvé la réponse à cette question. Désolée. Bonsoir, Christine. J'aimerais d'entendre quelques mots. Moi, j'ai eu le plaisir de lire ton livre pendant la COVID, pendant le confinement, mais l'histoire de John Kerry. La question que tu avais posée à John Kerry pendant l'élection. Oui, c'était pendant la campagne à l'investiture des démocrates en 2004, et je savais que John Kerry parlait français parce qu'il avait vécu en France. Il passait son enfance d'ailleurs en France. Sa grand-mère habitait là, puis je savais qu'il était capable de s'exprimer en français, mais je savais aussi que ça pouvait être une question qui était difficile pour lui parce qu'on sait que la France avait refusé de faire partie de la coalition qui allait attaquer l'Irak, et que les Français aux États-Unis n'étaient vraiment pas aimés. Alors, ça pouvait démolir sa campagne à l'investiture de s'exprimer en français. Donc, je l'ai attendu. Un soir, on sortait d'une rencontre, c'était à Des Moines, et c'était des tout petits rassemblements politiques, et j'ai attendu à la sortie. Et évidemment, il y avait d'autres journalistes américains qui étaient là, puis je lui ai posé une question en français. Il montait dans l'autobus, il a arrêté, il s'est arrêté, il s'est retourné, puis il m'a dit « pas maintenant ». Puis là, il est rentré. Et là, tous les Américains voulaient savoir qu'est-ce qu'il m'avait dit. Et certains disent que ça a pu nuire à sa campagne à l'investiture démocrate. Parce que les Français, là-bas, aux États-Unis, c'était vraiment des gens qui étaient pas aimés pendant la guerre en Irak. On voulait même plus dire French fries, il fallait dire freedom fries. Ça vous donne une idée. Christine, indéniablement, tu es une femme forte, tu es une féministe sensible aussi. J'aimerais savoir, en écrivant cet ouvrage sur tout ton parcours, quel est le message que tu envoies aux jeunes femmes, aux jeunes Québécoises d'aujourd'hui? L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une œuvre inachevée. Et ça doit se poursuivre. Et on a vécu, évidemment, les femmes de ma génération, on était, avec celles qui nous avaient précédées, on poussait très fort, on voulait avancer, on voulait avoir notre place. Maintenant, ce que je crains, que les plus jeunes considèrent que c'est acquis et que c'est fait et que tout va bien, alors que c'est pas encore terminé. Puis c'est un peu comme la mauvaise herbe, là, ça repousse tout le temps. Et nous, on a eu la chance d'être dans un conseil des ministres paritaire, ce qui a été le premier au Canada, et je pense un des premiers dans le monde, et ça nous donnait des ailes. Et je pense que ça nous donnait aussi, ça envoyait un message puissant à la population québécoise, aux hommes et aux femmes. Alors, avec ce livre-là, je veux dire que la carrière en politique,
ça a des beaux côtés. Oui, c'est difficile, puis oui, c'est ingrat, puis oui, c'est cruel, mais il y a tellement, tellement des beaux moments, des moments enrichissants, des moments exaltants, que c'est ça aussi que je veux faire partager. Et je veux qu'il y ait de plus en plus, je veux qu'il y ait de plus d'hommes et plus de femmes qui s'impliquent en politique, parce qu'on nous démonise beaucoup, alors que c'est la démocratie qui s'exprime, et on est tellement chanceux de vivre dans un pays libre et démocratique. Je pense qu'il faut pas tourner le dos quand l'occasion se présente à une carrière politique. Il faut y aller, puis il faut se dire qu'on va avoir de belles expériences, pas juste des mauvais coups, là. C'est une suite à la question précédente, dans le fond, parce que tu dis que tu es féministe, et j'en doute même pas, mais est-ce que tu étais féministe petite fille à Saint-Roch? Puis qu'est-ce que ton père pensait de ça, lui et toutes ses filles? Je pense que mon père était le premier féministe dans ma vie, parce qu'il y avait 8 sœurs, puis il y a eu 5 filles. Mais le mot féministe n'existait pas, on ne connaissait pas ce mot-là, mais mon père savait, et sa mère était très forte. Alors, c'était une société, comme vous le savez, très matriarcale. Donc, pour nous, c'était normal d'avoir notre place. Et la grand-mère, vraiment, elle bûchait fort, puis elle était très exigeante pour ses filles. Et c'était... Mais on a vu, quand on a évolué, évidemment, dans la société, on a vu qu'il y avait rien de gagné. On voyait aussi que ce qui était offert comme possibilité d'avancement, c'était limité pour les femmes. Mais mon père aurait bien voulu qu'une de ses filles prenne son commerce, prenne son entreprise, mais pour toutes sortes de raisons, ça ne s'est pas produit. Mais mon père misait beaucoup sur le fait que peut-être une de ses filles allait prendre son entreprise et être sa relève. Mais de temps en temps, il était triste de ne pas avoir eu de garçon. Nous aussi, d'ailleurs. Eh bien, je remercierai de nouveau Mme Saint-Pierre pour cet entretien au cours duquel elle s'est livrée, et je vous inviterai par la suite, si vous désirez faire signer votre ouvrage, à y aller, en fait, couple par couple ou un par un. Mme Saint-Pierre va être à la table devant et va pouvoir signer vos ouvrages. Et donc, on vous inviterait, c'est ça, à descendre vraiment un par un, à y aller. Et ensuite, soit à venir vous rasseoir ou soit à quitter la salle à votre guise pour toujours respecter les mesures sanitaires. Bien entendu, on remet les masques lorsqu'on circule. Donc, un grand merci, Mme Saint-Pierre, pour votre générosité. Merci beaucoup.